Bonjour à tous et toutes, je suis Étienne Dimassé, un bibliothécaire de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est avec un immense plaisir que je vous partage cette vidéo sur l'atelier sur le libre accès de publications scientifiques. Nous commençons maintenant. Bon visionnement. Alors, bienvenue dans ce atelier pour les chercheurs sur le libre accès. Je l'ai intitulé le libre accès autour de la recherche scientifique sans corne à hanche ni obstacle. Vous avez la volonté de contribuer à l'avancée d'une circulation fluide de connaissances et à leur arrivée à destination sans heurts pour leur développement à notre service. Cet atelier durera environ 1h30 et suivra ce plan. Définition et caractéristiques de libre accès. Pourquoi publier en libre accès? Avantages de libre accès. Comment publier en libre accès? Creative Commons. Mythes sur le libre accès. Les services de la bibliothèque pour le libre accès. Et une synthèse à la fin. Donc, qu'est-ce que le libre accès? Il existe plusieurs définitions sur le libre accès pour la littérature scientifique. Une des plus citées est celle de l'initiative de Budapest pour laisser ouvert. Un des moments charnières dans l'histoire du libre accès. En résumé, c'est laisser de la connaissance scientifique à tous. L'utilisation, le partage et la modification sans restriction et dans le respect des lois et la nécessité de citation et d'attribution de paternité. Il existe plusieurs nuances entre types de libre accès. Par exemple, il existe le libre accès sans restriction, donc aucune restriction dans la réutilisation. Et le libre accès gratuit, c'est-à-dire une consultation et lecture gratuite, mais il peut avoir des restrictions de réutilisation. Tous les types de documents sont concernés, comme les articles scientifiques, les monographies, les résultats de recherche et l'audiovisuel. Voici un petit état de la situation générale et actuelle au Québec et à l'international. Par le marché de l'essai payant aux ressources pédagogiques et scientifiques, un groupe restreint d'éditeurs veut mieux se distinguer que le reste. Profit plus élevé, fusion et propriété en expansion. C'est le renforcement d'un oligopole d'éditeurs. Avec un plus haut contrôle du marché, ils peuvent monter les prix, souvent beaucoup trop. Les prix d'essai sont des fardeaux fiscaux et entraînent souvent des coupures dans les abonnements dans le but de respecter le budget. Comme vous le verrez, ce phénomène ralentit l'innovation scientifique via le partage de connaissances scientifiques et le rend non rentable en fonction des fonds publics.
Un petit résumé sur les retombées positives du libre essai. 1. Un meilleur impact scientifique du document, de son auteur, de son institution et de son milieu, donc leur rayonnement. 2. Accélération et meilleure rentabilité de la formation et de la recherche scientifique. 3. C'est aussi un levier à l'essai et au développement des connaissances scientifiques au profit de la planète et de ses êtres vivants. Quelques initiatives concrètes. Ces initiatives en faveur de libre essai s'accélèrent depuis les années 2000. Par exemple, des dépôts d'archives ouverts pour la conservation et la pérennité de l'usage. Exemple, Dépositum Alucat. L'idée est vue en libre essai selon diverses modalités. D'autres ressources électroniques en libre essai telles Wikipédia. Des politiques et des résolutions d'organismes subventionnaires, des gouvernements et d'instances académiques pour les publications en libre essai. Il y a aussi les licences Creative Commons. Des événements spéciaux, des consortiums, des associations, des travaux et des déclarations visant à faire pression en faveur du libre essai et à développer des ressources sur le libre essai. Exemple, la coalition publie.ca. Et dans les bibliothèques et les centres scientifiques, nous faisons beaucoup de sensibilisation et de formation aux intervenants et agents du milieu académique pour dissimuler leurs craintes, apprendre à utiliser les ressources concernées et les convaincre à publier en libre essai. Pourquoi publier en libre essai? 1. La crise des périodiques. Qu'est-ce que la crise des périodiques? Ceci est causé par la formation graduelle de oligopole d'éditeurs. Avec l'essor du monde numérique et la compétition féroce, les éditeurs détenus par des multinationales ont tendance à se fusionner en des groupes puissants, à fonder des revues et acheter un nombre croissant de bases de données et de périodiques spécialisés en médecine et en sciences de la nature et en sciences humaines et sociales. Vous devez connaître le nom de multinationales comme Taylor Francis, Sprinter, Henry Wilson, Sage, etc. Plus ces entreprises détiennent le monopole, plus ils ont le contrôle sur le marché et se permettent de monter les prix pour monter ensuite les profits. En plus de ne pas payer les autres, ces multinationales réalisent des profits astronomiques. Comme vous le voyez sur le tableau en bas, on parle d'entre environ 150 millions de dollars canadiens à presque 3 milliards de dollars canadiens avec des marges de profit d'entre 30 et 40%. Alors, il y a une explosion des coûts d'abonnement aux périodiques et aux bases de données, ce qui est un boulet pour les budgets de développement de collection. La faiblesse du dollar canadien, les coupures budgétaires lors de cette année empirent la situation. Les bibliothèques n'ont pas le choix
de couper dans l'accès à certaines ressources électroniques. Voici les liens à consulter sur la flèche si vous voulez analyser des exemples. Y a-t-il une alternative à ces coûts? Oui, le libre accès pour une gestion saine des finances publiques. Les abonnements, les fonds de recherche et les salaires sont payés des finances publiques, donc des impôts et des taxes, avec des réductions de prix reliées à l'accès aux ressources électroniques. Il y aura beaucoup moins de pensions fiscales dans le portefeuille universitaire et scientifique. La recherche sera plus rentable selon les finances publiques. Cependant, le libre accès aura toujours un prix à payer, très variable selon les revues et les éditeurs. Pour leur publication, les éditeurs assument des coûts de traitement en ressources humaines, en publication, en infrastructure de services et en promotion. L'auteur n'aura pas le choix de payer pour le traitement et la publication en libre accès d'un article pour que l'éditeur puisse continuer à fonctionner financièrement. Cependant, plusieurs études démontrent que selon les modèles de libre accès, le prix total des périodiques en libre accès est moins élevé que ceux en SCPA. Mais il n'y a pas de consensus scientifique pour des estimés précis de prix en libre accès selon les pays. Le libre accès facilite énormément le travail des étudiants, des chercheurs et des enseignants. S'ils peuvent disposer plus de documents et de données qu'avant, ils peuvent accéder à davantage de données et d'informations pédagogiques et scientifiques. S'ils sont capables de bien les analyser et les évaluer pour leurs travaux. Cela ne peut qu'être un bénéfice pour l'avancement des professions scientifiques, des connaissances et des travaux sur l'innovation à notre service. Nous pouvons aussi parler de meilleure accessibilité et visibilité de documents académiques et de qualité. De plus, nous verrons plus loin à quel point cela vous faciliterait la réappropriation de la diffusion de votre production scientifique. Le libre accès a un autre avantage de meilleur impact en bibliométrie pour la communauté scientifique. Qu'est-ce donc la bibliométrie? Je cite la bibliothèque de l'Université Laval. C'est une méthode d'analyse quantitative utilisant les publications scientifiques et différents indicateurs pour mesurer la performance de la recherche, particulièrement 1. La production scientifique, soit la quantité de résultats scientifiques produits. 2. L'impact scientifique, soit l'influence de résultats scientifiques sur la progression subséquente de la science. La bibliométrie utilise plusieurs cibles d'évaluation, comme les auteurs, les articles, les revues, les institutions, etc. Publier mes articles en libre accès augmente-t-il
les chances à mon œuvre scientifique d'être davantage citée et lue. Telle est la question en bibliométrie pour le libre accès. Il y a plusieurs synthèses d'études réalisées pour les impacts bibliométriques sur le libre accès. La majorité de ces études démontrent un avantage d'impact de citation pour les documents en libre accès, vu le nombre important de méthodes et de variables en jeu. Il n'y a pas de consensus jusqu'à présent au sein de la communauté scientifique pour une corrélation entre le statut de libre accès d'un article et l'augmentation du nombre de citations d'un article. Le pourcentage d'avantage varie beaucoup selon les disciplines, 10% à 600%. Dans d'autres études, l'avantage est absent ou minime. L'indice le plus souvent considéré dans ces études est le OACA, le Open Access Citation Advantage. C'est aisé comparer les moyennes de citations entre l'ensemble de publications et le sous-ensemble de publications en libre accès. Une étude récente démontre qu'environ les articles en libre accès publiés en 2009 et 2015, donc une fourchette de date, ont bénéficié en moyenne 18% plus de citations que la moyenne de citations pour tous les articles, tous types. Pour votre curiosité, voici une liste d'études réalisées dans cette problématique dans les païens en bas de l'acétate. Dans la foulée des indices bibliométriques, les intervenants scientifiques et les universités francophones sont mis en vedette grâce au libre accès. Bon, mettons un chercheur qui décide de publier en libre accès des articles. Plus de monde aura accès à ces articles. Il se fera de plus en plus connaître rapidement dans une meilleure visibilité des travaux et des chercheurs et aura un impact accru. Cela équivaut en termes bibliométriques une meilleure performance scientifique. Il y aura plus de chances de trouver rapidement des partenaires scientifiques pour des projets intéressants, un poste de chercheur ou de professeur, et même débloquer des subventions. En fait, des indicateurs d'impact bibliométrique sont des adhérents pour démontrer l'impact du candidat et de ses travaux auprès de la communauté scientifique afin de convaincre tel organisme à lui attribuer telle subvention aux bourses. Les universités et les autres institutions scientifiques francophones aiment ça, car leurs chercheurs ont du succès, car cela fait avancer les connaissances et leur rayonnement dans le monde scientifique selon les disciplines. En plus, vous représentez le monde académique francophone et québécois. Le libre accès facilite le recrutement au cycle supérieur en accédant plus facilement aux documents scientifiques. Un étudiant intéressé peut mieux cerner les points d'intérêt, évaluer l'impact et comprendre les champs de recherche de professeurs pouvant superviser
des projets de mémoire et de thèse et disposera plus d'informations pour décider de passer à l'étape suivante. C'est aisé de s'inscrire au cycle supérieur sous la supervision de tels professeurs. Un étudiant compétent et supervisé de plus équivaut à une expérience positive pour le curriculum vitae de professeurs, à la formation de nouveaux chercheurs et à l'augmentation du rayonnement de l'université concernée dans le milieu scientifique. Le Librecet soutient beaucoup les chercheurs de pays en développement. Les pays en développement et du tiers-monde ne peuvent pas accorder autant de fonds disponibles à la recherche et aux universités que dans des pays développés comme au Canada. Alors, il s'ensuit que les initiatives en faveur de libre accès sont sous-financées, comme des périodiques locaux en libre accès et des archives ouvertes. De plus, les chercheurs du tiers-monde sont des cibles d'attaques d'éditeurs prédateurs. C'est pourquoi les partisans du libre accès dans les pays en développement s'organisent pour faire davantage de pression auprès de gouvernements et de divers intervenants et espèrent arriver à des réglementations, plus de subventions et de mesures permettant un meilleur accès à la recherche scientifique. C'est le cas en Inde en 2018 avec le Delhi Declaration on Open Access. Qu'est-ce donc les éditeurs prédateurs? Ces éditeurs se font payer pour la publication en libre accès, démontrent une absence de souci de promotion et de développement de connaissances scientifiques et une non-transparence dans leur opération, comme leur processus éditorial, leur mécanisme fonctionnel et la gestion financière. Le libre accès peut soulager le fardeau du matériel pédagogique. 1. Du côté des manuels. Comme vous le savez, l'achat des manuels universitaires coûte très cher pour les étudiants. Plusieurs d'entre eux sont serrés financièrement et cela peut retarder leur fin de leur scolarité ou réduire leurs chances de réussite. Par la réduction de la charge de cours ou le non-achat de manuels obligatoires. Et de l'autre côté, ce sont les licences copyright. Pour leurs cours, les professeurs peuvent reproduire et diffuser des documents en totalité ou en partialité des agences de copyright comme Copybec et Access Copyright s'occupent de la gestion des droits d'auteur. Les établissements d'enseignants doivent passer par ces agences pour obtenir des licences de reproduction et de diffusion en échange de tarifs. Cela rentre en contradiction avec le libre accès. Ces prix peuvent être exorbitants et handicaper le budget pour les bibliothèques et les professeurs. Par les archives ouvertes, comme Depositum, le libre accès assure la pérennité de l'usage et la conservation des documents.
Si un chercheur dépose une copie de son article ou de sa thèse dans un dépôt d'archives ouverte, son travail est archivé sous un format PDF avec une notice. Ce document va rester inchangé et au même endroit pendant longtemps, sans intervention des éditeurs pour des changements de contenu ou à la place du document. Les données du document ont plus de chances d'être réutilisées pendant une longue période de temps. Nous verrons plus en détail ces dépôts d'archives ouvertes. Au Canada, le libre accès permet de répondre à des exigences d'organismes subventionnaires. En 2015, les instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada ont adopté en 2015 une politique des trois organismes sur le libre accès aux publications. Ces politiques demandent aux bénéficiaires des subventions de mettre leurs articles de recherche liés à la subvention en libre accès maximum 12 mois après la publication initiale. Deux choix sont possibles. Vous pouvez opter pour un des deux choix ou les deux choix. Donc, premier choix, c'est l'archivage du document dans une archive ouverte ou publier l'article en libre accès dans une revue. Cette politique n'est pas la seule, car il y a plusieurs autres organismes subventionnaires qui exigent ou encouragent l'archivage et la publication en libre accès. Pour obtenir une liste sur des répertoires, vous pouvez aller sur Royamap ou Chapeaubriat qui sont mis en italien. Donc, un bref récapitulatif sur les avantages de libre accès. Pour le chercheur et l'université, on parle d'une valorisation et une diffusion accrue de la recherche. Donc, un renforcement du prestige de l'UQAT. Une meilleure visibilité des publications grâce à un accès gratuit et immédiat. Un outil de gestion centralisée et intégrée. Une garantie de préservation à long terme de la production scientifique. Une participation active à un mouvement international permettant aux chercheurs de se réapproprier la diffusion de leur production scientifique. Un facteur d'impact accru pour les publications disponibles en libre accès sur Internet. Les avantages pour l'utilisateur. Il y a 3. 1. L'accès libre, gratuit et rapide à des publications scientifiques de qualité.
ils peuvent retrouver des publications ailleurs que ce dépositum d'instruments de recherche et métamata de scolaire. Ils peuvent faire le suivi de l'actualité scientifique. Donc, c'était la fin de la première partie de l'atelier. Maintenant, nous entrerons dans les détails pour savoir comment publier en libre accès. Donc, il existe plusieurs chemins différents de libre accès. Il n'y a pas encore de consensus sur la définition de ces voies-là. Il y a plusieurs termes différents pour refléter toutes les nuances du libre accès. Idem pour les proportions et les indicateurs bibliométriques sont divergents selon les études. Un petit résumé de la voie traditionnelle. Donc, je soumets un article dans une revue scientifique assez payante. Tous mes droits sont transférés à l'éditeur. Et les lecteurs ont très peu de droits de réutilisation au-delà de la lecture. Cela ralentit les démarches scientifiques et c'est moins rentable en fonction des fonds publics. Première voie majeure de libre accès, c'est la voie d'OI. En résumé, je soumets un article dans une revue scientifique assez gratuite et libre. Je garde tous mes droits alors que l'éditeur possède une licence de publication. Et je peux, par contre, payer des APC, des articles procession charge, des frais pour que mon article soit publié. Ce montant très variable, mais souvent dispendieux. En bas de l'acétate, je vous ai mis un exemple de fourchette de prix d'APC. Grosso modo, c'est entre 1000 et 4000 dollars, selon le prestige de la revue. Alors, il existe des fonds d'auteurs pour aider financièrement les chercheurs à assumer ces APC. Il faut savoir se fixer des limites sur le budget disponible à défrayer les APC. Encore une fois, je vous ai mis en italien en bas de l'acétate des solutions et des idées pour réduire ou financer les dépenses en APC. Le public peut avoir des droits de réutilisation assez larges dans la foulée des Creative Commons. Alors, la voie d'OI accélère l'innovation et le développement des connaissances scientifiques, donc plus rentable en fonction des fonds publics. Donc, nous sommes rendus à la voie verte.
représenté par Dépositum à l'UQAT. En résumé, je veux publier en libre accès un document dans un dépôt d'archives ouvertes. Alors, je fais habituellement une première publication dans une revue payante et je conserve comme auteur le droit d'auto-archivage. Une archive ouverte, c'est libre et gratuit d'accès pour tous. Et il est aussi gratuit pour y publier. Par contre, l'éditeur peut autoriser, oui ou non, l'auto-archivage de telle version. Alors, il est important de vérifier les versions permises d'auto-archivage selon les politiques d'éditeur. Alors, je fais le dépôt de documents d'un dépôt ouvert selon les démarches et les politiques prises par l'institution qui régit le dépôt. Le document sera traité par des métadonnées et converti dans un fichier PDF. L'éditeur peut aussi exiger un embargo. Habituellement, c'est jusqu'à 12 mois. Donc, la voie verte est une option pour répondre aux exigences des attentes des organismes subventionnaires. Et c'est bénéfique pour l'innovation des connaissances et la rentabilité de l'innovation selon les fonds publics. Maintenant, je vais vous transférer vers un DID sur Dépositum. Ce DID précise comment faire le dépôt sur Dépositum. Donc, le DID, en général, le personnel de la bibliothèque fait l'administration de Dépositum. Nous acceptons plusieurs types de documents, comme des thèses et des mémoires, des articles, des rapports, etc. Il y a plusieurs fonctions de recherche, comme générale. La recherche avancée, le bouquinage par année, pas de âme et auteur. Comment faire le dépôt? Nous acceptons que la post-publication ou la version de l'éditeur. Nous préférons le dépôt en format PDF. Vous envoyez le fichier à Marlène de Renier et elle aimerait avoir le maximum d'informations bibliographiques, comme l'auteur, l'année, le titre, la maison, volume maison, le ISBN, le ISSN, le titre de la revue, etc., pour aider à la description du document. Je vous recommande aussi de donner à Marlène quelques sujets qui pourraient indexer le document déposé. Marlène s'occupera entièrement de la vérification de permission, du traitement et du dépôt final. Et elle fera un suivi avec vous par courriel et c'est gratuit pour
déposer dans Dépositum. Qu'est-ce que fait Marlène pour le dépôt? Donc, elle va vérifier les permissions d'auto-archivage pour un article scientifique. Donc, il existe plusieurs types de permissions de version selon l'éditeur et la version archivée. 1. Il y a le préprint. C'est la version préliminaire avant la révision par les pairs. C'est non accepté dans Dépositum. Il y a le post-print, donc la post-publication. C'est la version finale révisée par les pairs, soumise à l'éditeur. Donc, je vais mettre un lien pour essayer des trucs pour trouver vos post-print. Pour les retrouver, je vous conseille fortement de consulter les éditeurs. Donc, il n'y a pas de solution miracle, là. Il faut toujours conserver la copie la plus récente de votre post-print et en donner une copie à son dépôt institutionnel avant son dépôt auprès de l'éditeur pour la mise en page finale. J'appelle ça EFLES. Et bien sûr, il y a la version de l'éditeur en fichier PDF avec la mise en page finale. Et aussi, certains éditeurs qui sont plus conservateurs et n'autorisent aucune version. Mais c'est plutôt selon mes connaissances, la majorité des éditeurs autorisent uniquement l'auto-archivage de préprint et de post-print après une certaine période d'embargo entre 6 mois et 24 mois. Il existe plusieurs outils, donc des bases de données sur des droits et des politiques de diffusion selon les revues et les éditeurs, comme Sherpa Romeo à l'échelle internationale et Louise à l'échelle francophone. Et si vous ne trouvez pas la réponse pour les versions autorisées, il faut vérifier les permissions sur le site de l'éditeur ou du périodique. Et si possible, de consulter un intervenant qui travaille pour l'éditeur ou le périodique. Pour faciliter la tâche de Marlène, je vous ai mis 2 exemples d'accord avec l'éditeur pour vous assurer de la conservation de tel droit d'auteur, dont celui de l'auto-archivage. Donc, mettons, on prend l'addenda, vous faites signer ça par vous et l'éditeur, vous montrez sur Marlène et c'est une preuve que vous avez conservé des droits d'auteur précis comme l'auto-archivage. Mais il faut s'entendre avec l'éditeur. Marlène va aussi traiter et décrire les documents par un formulaire de métadonnées, un mécanisme de gestion d'embargo, comme je vous l'ai expliqué. Donc, même si l'embargo n'est pas encore écoulé, vous pouvez toujours déposer le document dans Dépositum et quand
la période d'embargo sera écoulée, Depositum va avoir un mécanisme de diffusion en libre accès. Quelques autres informations essentielles. Bon, je vous ai mis sur le guide sur les ressources en libre accès des répertoires d'archives ouvertes et aussi des liens vers divers moteurs de recherche comme Base, Cours, Dodo Scholar pour trouver des documents auto-archivés dans des dépôts. Ça fonctionne pas pour Depositum. Nous ne possédons que seul article scientifique sur Depositum. Nous recherchons activement pour nous rapprocher de l'objectif fixé pour 2018 de la publication en libre accès de 50% d'articles scientifiques révisés par les pairs de chercheurs du réseau de l'Université du Québec. En 2018, l'objectif a été visé à 38%. Alors, c'était tout pour Depositum. Et avant d'aller plus loin, je veux aussi dire que dans le guide de libre accès et le guide sur les ressources, sur le libre accès, il y a divers liens pour trouver des articles et des revues ou même des livres et des documents audiovisuels en libre accès. Je vais aborder brièvement les voies hybrides. 1. La barrière mobile. Ce sont des délais variables d'embargo avant la diffusion en libre accès. C'est en fait un compromis avec les éditeurs, donc une perte illimitée de revenus, car la majorité des revenus des éditeurs proviennent des articles les plus récents. Dans beaucoup de disciplines, les chercheurs sont à la recherche des données et des informations les plus récentes. 2. Il y a la voie hybride semi-ouvert. Donc, mettons que je veux publier en libre accès dans une revue traditionnelle assez payante. Je dois payer des frais pour que mon article soit publié en libre accès. Si je ne le fais pas, ce article sera mis en libre accès après une période d'embargo ou ne le sera jamais. Il y a la voie de bronze. Ce sont des articles non publiés dans des journaux anciennement en libre accès pour les lecteurs. Ce sont des articles hébergés dans les sites web d'éditeurs qui sont accessibles directement, mais ce n'est pas clair si c'est permanent ou temporaire. La licence est floue ou absente, donc c'est impossible d'aller au-delà du droit de lire l'article. Donc, je vais vous parler des réseaux sociaux académiques. Vous pouvez partager des documents et vos connaissances
ainsi que faire des résultats scientifiques sur un site et Academia, par exemple. Mais il y a un problème. Les réseaux ne vérifient pas les copyrights des documents. L'auteur est responsable. Et il y a souvent des problèmes de diffusion illégale de documents et d'infraction aux droits d'auteur, car ces documents sont souvent publiés dans des revues en libre accès ou payants. Et la majorité des infractions sont surtout en lien avec la diffusion de documents dans la version de l'éditeur. Alors, la morale de l'histoire, c'est le partage des documents sur des réseaux sociaux peut être une idée intéressante pour avoir un meilleur impact au sein de la communauté scientifique et soutenir une meilleure circulation de connaissances pour leur avancement. Mais avant de passer à l'acte, il ne faut pas oublier de vérifier les droits et les permissions de diffusion. Par contre, Depositum est une bien meilleure option que pour l'auto-archivage. Voyons pourquoi. Surtout pour la conservation à long terme. C'est un modèle non lucratif. Depositum ne demande pas à avoir accès à votre carnet d'adresse et vise une accessibilité la plus large possible. Donc, le deuxième morceau de la présentation est terminé. Nous allons parler des Creative Commons, aussi formidable en faveur du libre accès. Vous pouvez appeler aussi les licences CC. Les CC visent à conserver le contrôle sur vos droits d'auteur. Elle précise clairement les permissions à donner au lecteur sur l'utilisation de votre œuvre. Et il y a un spectre de permissions selon le niveau de libre accès. Le plus large permettra le partage, la modification et l'utilisation commerciale de votre œuvre. Les licences CC sont utilisées et lues au niveau international. Vous pouvez assigner, résilier et modifier la licence CC par le détenteur de droits d'auteur à négocier avec l'éditeur si c'est le cas. Et si vous voulez en connaître plus sur les définitions et les clauses juridiques de chaque licence CC, je vous ai mis un lien en bas de l'acétate. Le libre accès a plusieurs mythes comme faux impact. Donc, nous allons survoler ces mythes. 1. Baisse de qualité de la révision par les pairs. 2. Disparition et spoliation du droit d'auteur. 3. Suppression des coûts de fonctionnement de la publication. 4. Réduction de la liberté académique. 5. Risque d'assouplissement des règles sur le plagiat. 6. Nuisance et boycott auprès des éditeurs conventionnels. 7. Laisser ouvert est synonyme
d'essai universel. 8. L'essai ouvert de la science est destiné exclusivement aux scientifiques. Le guide sur le libre essai aborde en profondeur ces mythes. Qu'offrons-nous comme service en bibliothèque pour le libre essai? Il y a Dépositum, bien sûr, comme notre dépôt institutionnel à l'UQAT, Marlène de Renier et la répondante pour Dépositum. Si vous avez des questions sur le libre essai, comme pour les généralités et les ressources à utiliser, ainsi que les procédures et les conseils de publication, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et pour approfondir vos connaissances, je vous invite fortement à consulter le guide sur le libre essai qui est dans l'espace du site web de la bibliothèque. Donc, nous allons le survoler à l'instant. Donc, voici le site de la bibliothèque. L'espace est sous la barre de l'outil de découverte. L'espace a plusieurs rubriques d'informations pour soutenir les chercheurs et les publications. Le libre essai est l'avant-dernière rubrique en bas. Donc, vous avez plusieurs informations de base dans la rubrique et le guide est jusqu'ici avec l'icône du PDF. Donc, 59 pages de plaisir. Donc, plusieurs points couverts, comme la définition caractéristique de libre essai, les mythes de libre essai, abordés plus en profondeur, pourquoi publier en libre essai, comment publier en libre essai, avec quelques explications supplémentaires. Et dedans, vous verrez aussi des listes de ressources à consulter pour pouvoir trouver des moteurs de recherche, des revues et des documents en libre essai. Il y a les Creative Commons. Comme je vous expliquais, il y a aussi comment trouver des documents et des ressources en libre essai. Il y a aussi un onglet pour les chronologies et avancées du libre essai. Donc, l'histoire du libre essai en détail. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez consulter un petit glossaire qui sera bonifié au fur. Donc, nous allons faire une brève synthèse de l'atelier. Donc, ce atelier avait un double but. Sensibiliser les professeurs
les chercheurs et les étudiants à la nécessité de publier en libre accès. 2. Posséder les ressources nécessaires pour publier ces documents en libre accès. Comme objectif pédagogique, définir le libre accès au niveau du milieu de la recherche académique, comprendre les motifs des revendications et des réalisations en faveur du libre accès, comprendre les avantages de publier en libre accès, distinguer et définir les différentes voies de diffusion de la recherche scientifique en libre accès, comprendre comment publier en libre accès, connaître les outils pour trouver des documents et des ressources en libre accès, comprendre les licences Creative Commons, distinguer les vrais et les faux impacts de libre accès. Les faux impacts, ce sont les mythes. Comprendre les services offerts par les bibliothécaires et les autres employés de votre bibliothèque pour le libre accès. Donc, si vous avez des questions et des commentaires à faire pour la vidéo, vous pouvez toujours me joindre aux coordonnées indiquées dans l'acétate. Donc, ça a été un grand plaisir de vous partager cette vidéo et mes connaissances en libre accès. J'espère que je vous ai convaincu de publier en libre accès. Donc, que le libre accès soit avec vous. Merci beaucoup et au plaisir de collaborer pour l'avancement des connaissances et de la science.